Démarrer. Est-ce que j'ai pas vu le truc démarrer? Est-ce que vous nous entendez? Ah, super. Bonjour, on n'a pas eu le décompte habituel. Bonjour, désolée pour ce petit problème technique. C'est la première fois que ça nous arrive. En tout cas, tout le monde s'est réinscrit cette session, donc bravo. Voilà, on voit que les exploitants sont réactifs en tout cas. Pas de problème. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, cette deuxième session, bienvenue donc à la deuxième session du gros programme de formation AFCAE. Après-midi, nous allons parler du classement. Donc, je suis avec Renaud Lavie, délégué général de l'AFCAE. Bonjour Renaud. Bonjour Marion. Bonjour. Je suis avec Dorothée Duval. Bonjour Dorothée. Bonjour tout le monde. Et autre dans l'équipe CNC, Corentin Piché. Bonjour à tous. Corentin. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, peut-être Renaud, de présenter un petit peu comment ça va se passer cette session. Peut-être, donc voilà, dans quel ordre, comment vous avez prévu de structurer. Alors, déjà, on peut déjà remercier tous les intervenants de ce matin, à commencer par François Aimé et toi Marion également. Dire aux gens, le redire, même si ça a été dit, que la session de ce matin qui était particulièrement réussie, ce qui met la marche très très haute pour nous cet après-midi, je pense, Corentin et Dorothée, est déjà en replay et que vous pouvez retrouver les 2 heures sur la chaîne YouTube de Box Office. Voilà, j'en profite quand même pour remercier Box Office de nous donner cette opportunité, enfin d'avoir accepté ce partenariat qui facilite quand même beaucoup les choses, même si là on a eu quelques petits problèmes techniques, mais voilà, c'est pas très grave. Et voilà, et on peut donc commencer cette session de cet après-midi où effectivement on va revenir sur certains chiffres qui ont déjà été un peu développés ce matin. On va sans doute les préciser, être un peu plus précis avec Corentin et Dorothée. Donc l'intervention va se faire en 4 temps. Le premier temps est de refaire un très très rapide historique sans reprendre tout ce qu'a développé avec brio François ce matin. Je pense que c'est inutile. Et donc vraiment d'accentuer sur 2017 et sur la réforme du classement RSE, qui est la dernière réforme en date. Ensuite, Corentin, on va présenter ensemble avec Corentin. Tu me coupes quand tu veux, évidemment, Corentin. Corentin présentera ensuite les grands principes et des données économiques sur le classement. Et ensuite, parce qu'on est très, très attaché aussi à ce que ces formations aient un côté très concret et pratique, Dorothée nous expliquera comment on remplit un dossier RSE. Elle nous fera un commentaire un peu de la notice avec tous les petits trucs pour bien remplir son questionnaire. Et on enchaînera ensuite, on a perdu Marion, et on enchaînera ensuite avec le jeu des questions-réponses. Voilà. Je suis revenue, pardon. Oui, effectivement, juste pour… non mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il y a le chat, effectivement, voilà, sur les onglets et l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, à les mettre dans cet onglet-là, ce qui permet aussi à tout le monde de pouvoir voter et donc de voir aussi l'intérêt pour tout le monde de cette question. N'hésitez pas. Voilà, on commence ? Allons-y, comme vous voulez. Alors, peut-être juste… Marion, si tu peux peut-être nous mettre on a prévu un PowerPoint, ce qui fait que vous nous verrez un peu moins bien sans doute, mais au moins ça vous donnera un support visuel. Et puis, alors, du coup, en attendant, c'est vrai que je n'ai pas bien présenté Dorothée et Corentin, peut-être pour les personnes ici qui ne les connaissent pas, il y en a peut-être de représenter du coup leur rôle au sein du CNC. Pendant ce temps-là, je prépare le document. Je te laisse commencer. Donc, je suis Dorothée Duval et je suis, chargée de mission. Je m'occupe du classement RSE au CNC
avec une collègue nouvellement arrivée au CNC, Binta Bari. Et voilà, quoi. On est vos principales interlocutrices pour le classement. Et moi, je suis donc Corentin Bichet, je dirige le service de l'exploitation au CNC. Donc, on s'occupe de tous les dispositifs d'aide à l'exploitation et de toute la réglementation concernant l'exploitation. Voilà, donc la RSC est évidemment une partie importante. Est-ce qu'on a le PowerPoint qui est là, c'est ça? Comment ça marche? Hop. Ici, voilà. Oh! Très beau. Bon, donc, juste. Effectivement, avec Renaud, peut-être de faire un très rapide historique sur le classement RSC, ne serait-ce que pour rappeler que c'est une politique publique qui est menée par l'État à travers le CNC depuis fort longtemps, puisque le premier classement RSC date de 1962. Voilà, donc c'est un dispositif qui a plus de 60 ans. C'est un dispositif qui a été mis en place sous le ministère d'André Malraux. Et qui lui-même est une sorte de reconnaissance de l'État, du mouvement RSC qui avait commencé un petit peu avant, dès les années 20, mais surtout dans les années 50. On a donc la création de l'AFCAE en 1955, avec évidemment au démarrage très peu de salles, très peu d'établissements. Ce mouvement a été reconnu donc assez vite en fait par l'État dès 59, et puis dès 62, on a donc le premier classement RSC, donc le classement opéré par l'État, par le ministère de la Culture, le CNC, avec les premières aides financières pour ces salles RSC. Alors, vous voyez ensuite sur la diapo l'évolution évidemment du nombre de salles, évolution assez rapide du nombre de salles RSC qui a beaucoup augmenté au fil des années. En 68, on est à 221 salles classées, en 80 à 623, en 1990 à 922, et puis aujourd'hui, on est à 1248 établissements, puisqu'entre-temps, François en a parlé un peu ce matin, mais entre-temps, la réforme de 2002 avait changé un peu le fonctionnement. Au départ, on classait les salles de cinéma, donc avoir une ou plusieurs salles classées à l'intérieur de son établissement. Puis à partir de 2002, on a classé vraiment les établissements. Voilà, donc il y a un peu un changement important là-dedans. Vous voyez également dans cette diapo que la dernière réforme importante date de 2017. Elle est très récente puisqu'elle s'est mise en place progressivement. Elle a été adoptée en 2017, mais elle s'est appliquée de 2017 en fait à 2020. Donc on est encore tout à fait dans cette réforme, enfin en tout cas juste après cette réforme-là. C'est pour ça qu'on fera un petit point des principaux changements qu'a apporté cette réforme, parce que si vous connaissez déjà bien le dispositif RSC, il y a vraiment cette nouveauté-là qui est importante. Renaud, je passe à la suivante ou tu m'arrêtes? Oui, merci Corentin. Peut-être juste du coup pour les novices, il y a 3 grandes dates à retenir, sans doute. C'est 1962, 2002 avec cette réforme de la RSA où on passe, qui est très importante parce qu'on passe effectivement d'un classement de la salle à un classement de l'établissement. Et puis c'est aussi la fusion avec la prime à l'animation. C'est-à-dire que François aussi en a parlé ce matin, c'est à un moment donné où sur certaines parties du territoire, il n'y avait pas forcément de classement où les critères étaient très très hauts, mais il y avait une prime à l'animation. Et 2002, c'est la fusion aussi du classement et de la prime à l'animation. Et puis, cette dernière réforme en date qui a commencé avec une réflexion qui a commencé dès la fin 2015, un rapport qui a été confié par le CNC à Patrick Rode, qu'on peut rappeler au passage, une concertation très importante entre le CNC et les organisations professionnelles, principalement Fédération, AFCAE, GNCR et SCAR, qui est arrivé à une sorte de solution de compromis, et on a tout stoppé avec le CNC, avec une réforme qui a été dévoilée effectivement aux journées AFCAE à Cannes, on rencontrera RSC de Cannes en mai 2017, et effectivement dont la mise en œuvre a été faite progressivement. Un certain nombre de nouvelles mesures ont été appliquées dès 2017 et d'autres n'ont été mises en œuvre que lors du dernier classement jugé par des commissions, puisqu'entre-temps,
Maintenant, le classement est pour 2 ans et puis il a été renouvelé automatiquement à cause de la situation qu'on connaît et de la crise sanitaire. Voilà, mais la première mise en œuvre complète de la réforme date donc de 2019. Et effectivement, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Alors, c'est vraiment un petit rappel de toutes les choses qui ont changé donc avec cette réforme de 2017, sachant qu'on va ensuite rentrer un peu dans le détail du fonctionnement. L'idée de cet après-midi, c'était quand même d'être très très pratique, hein, et même un peu technique peut-être, vous nous en excuserez, mais voilà, que vous ayez une vue très précise de comment fonctionne ce classement RSE. Alors parmi donc, ces changements introduits par la réforme de 2017, hein, qui avait pour objectif de simplifier, de moderniser, d'améliorer la visibilité pour les salles de cinéma RSE, il y a une première mesure importante qui est un classement qui est maintenant effectué tous les 2 ans, et non plus tous les ans comme c'était le cas précédemment. Donc, on a un renouvellement automatique de la subvention pour une deuxième année, sans réexamen complet de la situation des salles. Donc, ça donne davantage de visibilité aux salles. Dans la plupart des cas, puisqu'il y a quand même quelques cas pour lesquels on revoit le classement chaque année. On a davantage décentralisé, déconcentré la procédure, puisque maintenant on a des commissions qui statuent qui donnent des avis au niveau régional, à plus de remontée au niveau national de l'ensemble des dossiers. Ça, c'est aussi une mesure de simplification qui est importante. On a essayé de simplifier les questionnaires au maximum. Et puis, sur le plan là, vraiment pratico-technique, on a une nouvelle application que vous connaissez maintenant, puisqu'on l'a utilisée déjà pour en 3e année. Une nouvelle application qui est beaucoup plus ergonomique et plus agréable et plus fiable aussi, pour essayer de traiter ces demandes. Je fais juste une petite aparté pour dire que c'est important évidemment ça pour nous, parce que le dispositif RSE, c'est quand même un dispositif très spécifique au CNC, parce qu'il concerne plus de 1200 bénéficiaires, et ça en fait un dispositif tout à fait hors norme. Il n'y a aucun dispositif du CNC qui concerne autant d'interlocuteurs en réalité. Donc ça oblige effectivement sur le plan logistique à des outils adaptés, et puis à des procédures évidemment le mieux huilé possible. Et peut-être juste rappeler un tout petit peu l'histoire, c'est-à-dire comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un peu arrivé à un moment où il y a eu un nouveau directeur du CNC qui est un nouveau directeur à la direction du cinéma, peu de temps également après l'arrivée de Frédéric Brodin. Il y a un constat qui a été fait, qui repose ici sur ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un dispositif de masse qui est très compliqué à gérer. Et c'est vrai que jusqu'en 2017, il y avait énormément de commissions qui se réunissaient, puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait effectivement 7 commissions régionales qui n'existaient pas dans les textes, qui avaient été créées par la pratique, mais les avis étaient en fait donnés par la commission nationale qui se réunissait ensuite. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait un premier temps où les dossiers, on avait déjà en commission régionale une vingtaine de personnes qui se réunissaient, qui donnaient une sorte de préavis qui avait rien qui n'était pas complètement officiel, puisque c'était des commissions qui n'existaient pas dans les textes, mais ça devait aider le travail de la commission nationale. Et ensuite, une commission nationale qui se réunissait 4-5 jours et qui devait revoir tous les dossiers avec à chaque fois un rapporteur de la commission nationale. Donc, en fait, ça faisait une masse de travail, une mobilisation de gens qui était absolument conséquente. Et on se rendait compte aussi statistiquement que même si, effectivement, la Commission nationale avait cet avantage-là, qui était de lisser un peu le travail de chacune des régionales, enfin, en tout cas, c'était un des objectifs pour faire en sorte que l'appréciation du travail des salles soit vraiment le plus objectif, enfin, en tout cas, pas le plus objectif, mais le plus égalitaire possible sur l'ensemble du territoire. On s'apercevait quand même concrètement que le travail de la Commission nationale, j'ai plus les statistiques, il faudrait reprendre le rapport de Patrick Rode, mais enfin, il y avait très très peu de modifications en pourcentage entre ce que proposaient les commissions régionales et ce que proposait la nationale. D'où quand même cette proposition très forte de Patrick Rode qui a été de dire simplifions la procédure, modernisons la procédure et
faisons que les commissions régionales aient une véritable existence légale et que la commission nationale n'ait plus qu'un rôle de commission d'appel ou de commission en fait, examinant des cas particuliers. Voilà. Je pense que ça, c'est un premier temps très, très important. Enfin, c'est une première idée très, très importante dans la réforme. La deuxième idée, c'est aussi de dire que finalement, d'une année sur l'autre, effectivement, le travail des salles progresse à la hausse ou à la baisse, mais ça ne se sent pas tellement d'une année sur l'autre. Donc, ça va se percevoir sur des durées de temps souvent plus importantes, bon, sauf exception, sauf changement d'exploitant, de programmateur, etc., d'animateur. D'où aussi cette idée de dire on peut ne faire un classement que tous les 2 ans. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une idée phare dans la modernisation. Et pour rejoindre, pardon, une question qu'il y a dans le chat, dans quel cas le dossier peut être examiné, donc dans quel cas particulier peut-il être examiné chaque année? Ça, c'est Dorothée, je pense qu'il va le présenter tout à l'heure, non? Oui, c'est ça, c'est prévu d'en parler tout à l'heure. On répondra tout à l'heure. Comme j'ai vu la question sur la composition des commissions, Corentin a prévu de répondre. Oui, il y a une slide là-dessus aussi. Je vois qu'il commence à y avoir quelques questions. Bon, alors, avançons peut-être sur la slide suivante. Alors, vous savez vous savez sans doute que le classement RSC, c'est une fusée à 2 étages. Le premier étage, c'est en fait la recommandation des films elles-mêmes, dont François a parlé un peu ce matin. Et puis, je ne rentre pas là non plus dans les détails parce qu'il y a un module spécifique qui est prévu sur la recommandation des films RSC. Donc, c'est vraiment pour vous en donner les grands principes. Et en tout cas, les grands principes qui ont changé avec la réforme de 2017. On reviendra de toute façon sur cette question. Mais il y a un changement important donc, avec la réforme de 2017, c'est la recommandation des films en amont de leur sortie, puisqu'en fait, historiquement, depuis le début du classement, 1962, la recommandation des films était faite après leur sortie en salle. Ça fait une différence importante puisque maintenant, quand les exploitants programment des films, et même quand le public va voir ces films, il peut en tout cas avoir l'information de savoir si ces films sont recommandés à RSC ou non. Voilà, donc c'est plusieurs semaines avant leur sortie qu'on procède à cette recommandation. Et puis, l'autre élément de simplification important, c'est que les films qui sont sélectionnés dans les grands festivals sont automatiquement recommandés à RSC. Donc, pour ces films-là, qui sont programmés dans les grands festivals très en amont de leur sortie, souvent plusieurs mois avant leur sortie, on a déjà l'information bien avant leur sortie qui seront de toute façon recommandés à RSC. Les films de Cannes qui sortent en septembre, vous savez, dès le mois d'avril, dès la conférence de presse du festival, que ces films seront recommandés. Donc, il y a une visibilité beaucoup plus grande. On s'est rendu compte que ces films-là étaient de toute façon toujours, enfin à 99,9% des films qui étaient in fine recommandés. Donc, on a décidé d'anticiper ça et de les recommander dès l'annonce de leur sélection. Alors, et juste, pardon, j'ai mis un micro parce qu'apparemment, des gens disaient qu'on ne m'entendait pas forcément bien. Donc, je me suis mis au casque. J'espère que c'est mieux. Oui. Alors, on parlera de ça vraiment demain. Juste, effectivement, signaler, je pense que c'est important, on peut le dire dès maintenant, qu'un film n'est recommandé quand même que s'il a un visa d'exploitation en France et qu'il sort bien en salle. Je dis ça parce qu'au tout début de la réforme, les gens nous ont demandé, oui, mais il y a des films qui sortent pas en France ou dans certains festivals, il y a des films Netflix, etc. Ces films-là ne sont recommandés que virtuellement. Et c'est-à-dire que la recommandation n'existe qu'à partir du moment où il s'agit de films de cinéma au sens de la législation française et qu'ils sortent en salle en France. Voilà, comme ça, on évite toute polémique directe. Mais allons assez vite sur la recommandation, du coup, comme ça, pour quand même garder un peu de suspense pour demain. Ok, donc je passe. Et on a renouvelé donc, le collège de recommandation qui passait de 100 personnes à 50, voilà, avec une belle nomination. Mais on reviendra encore là-dessus. Une autre dimension de cette réforme, c'est le renforcement des critères d'accès. On a légèrement relevé les critères qui permettaient donc l'accès aux salles au classement RSC.
avec l'introduction de pourcentage minimum de séances qui n'existait pas sur certaines catégories de salles. C'est un peu technique, mais on va rentrer dans la technique après. C'est vraiment pour que vous envoyiez juste la philosophie globale. Les salles de catégorie C doivent maintenant réaliser au moins 20% de séances arrêt essai pendant donc, la période qui est prise comme référence de programmation. Et puis les salles des catégories D et E, donc les salles des plus petites villes et des zones rurales, doivent réaliser au moins 15% de séances, parce que dans le système précédent, on pouvait avoir des salles qui étaient un peu en dessous de ces taux, qui ont été jugées donc, au moment de la réforme de 2017 insuffisants pour bénéficier du classement. Donc, on a mis en place ces seuils-là. Sur les catégories A et B, il n'y a pas de changement, puisqu'il y avait déjà des seuils minimums. Alors, peut-être, juste, tu me laisses dire que c'était quelque chose de très, très important pour nous, à l'AFCAE. C'était une vraie volonté de la part du président, du conseil d'administration. Effectivement, il y avait un constat que l'ARSA était quand même devenu très illisible pour beaucoup de gens et que c'était très compliqué à expliquer. Juste pour rappeler comment ça se passait avant 2017. Donc, dans les catégories A et B, effectivement, il y avait un pourcentage pour pouvoir être classé à RSA, un pourcentage minimum. Et en revanche, dans les catégories C, D et E, donc périphérie, ville moyenne, petite ville et ville rurale, c'était sur la base de calcul d'un indice intégrant le nombre de salles, intégrant un certain nombre de paramètres qui étaient en fait absolument illisibles. Enfin, c'est-à-dire illisible dans le sens, pour comprendre cet indice, c'était très compliqué. Et surtout, on avait fait le constat que ça donnait quand même des résultats qui pouvaient être choquants avec l'évolution du marché, qui n'étaient pas forcément en 2002, mais qui, avec l'évolution du marché de la RSA, pouvaient le devenir, puisque, effectivement, de fait, quand vous vous amusiez à calculer au regard des indices et de l'équation mathématique, le pourcentage que vous aviez à faire, vous pouviez vous retrouver tout simplement avec des établissements comme un mono-écran à qui il était demandé de faire 36% d'arrêt essai, de séances arrêt essai pour pouvoir être classé, alors que certains multiplex pouvaient être classés arrêt essai avec un pourcentage de 8 à 9%. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on trouvait ça à l'AFCAE très inégalitaire. Et donc, c'est vrai que ça a été un gros chantier de se dire il faut que pour tout le monde, il y ait un pourcentage minimum dans toutes les catégories. L'indice fonctionne toujours. On a conservé l'indice notamment pour calculer la subvention RSA. En revanche, le fait qu'il y ait un pourcentage minimum qui soit le même pour tous nous paraissait très important. Donc forcément, ce pourcentage peut paraître bas à certains, trop haut pour d'autres, je ne sais pas, mais ça a été le fruit d'un long compromis entre le CNC, la FEDE, l'AFCAE et les organisations professionnelles, parce qu'il fallait trouver un seuil qui puisse correspondre aussi à tous les établissements et qui ne soit pas inatteignable pour toutes les catégories d'établissements. Voilà, je pense que ça, c'est aussi un point très important, sachant que vous le savez tous, et ça a été dit ce matin très fortement par François, le classement est incitatif et progressif et incitatif, et que donc la subvention de base est de l'ordre de 1 000 €, un tout petit peu moins maintenant, mais que les plus grosses subventions peuvent monter jusqu'à 100 000 €. Voilà. Pardon, Corentin, je te laisse continuer. Non, mais je t'en prie. Alors, une autre chose importante, c'est que la réforme de 2017 a mis en place des primes supplémentaires avec le classement, qui sont liées notamment à l'obtention des différents labels. Vous savez qu'il existe depuis 2002 un accompagnement du classement par l'attribution de labels qui viennent souligner le travail que fait la salle dans 3 directions distinctes, qui sont le jeune public, la diffusion des films recherche et découverte et la diffusion des films de répertoire. Donc, on a 3 labels qui peuvent être attribués. Jusqu'ici, ces labels venaient simplement souligner le travail qui était fait. Et puis maintenant, on a une prime, on a une valorisation financière de l'obtention de ces labels. Voilà, donc vous en avez là le détail. C'est un pourcentage de l'aide qui vient en plus qui vient rehausser l'aide. Avec un minimum, parce qu'on a des aides qui sont parfois effectivement de l'ordre de 900 ou 1 000 €. Et donc, on a un minimum à 150, 300 ou 600 €
sur ces primes. On a perdu Renaud, je le vois revenir. C'était important symboliquement, parce qu'on a évidemment des établissements qui nous disaient oui, bah, voilà, nous, on fait cet effort, on a 3 labels depuis 10 ans, mais la subvention, elle, n'augmente pas. Donc, c'était une façon de reconnaître ce travail-là. Oui, c'était important, effectivement. Voilà. Alors, on a par ailleurs rehaussé les modes de calcul. Hein. Alors, le mode de calcul, on rentrera dans le détail tout à l'heure, c'est un petit peu technique là aussi, mais il y a un coefficient multiplicateur qui s'applique au calcul de la subvention. Et ce coefficient multiplicateur, il dépend du nombre d'écrans de l'établissement. On a rehaussé le coefficient multiplicateur des plus petits établissements, c'est-à-dire les établissements de 1 à 3 écrans. Voilà, on voit l'évolution. Là, on est dans les catégories A et B. Et puis, sur la slide suivante, on est dans les catégories C, D et E, donc avec là aussi une augmentation sur les 1, 2, 3 écrans de ce coefficient. Et par contre, on a baissé ce coefficient multiplicateur pour les établissements à partir de 7 écrans, qui étaient dans le système précédent extrêmement valorisés. Plus il y avait d'écrans, globalement, plus la subvention était importante, et on a un peu ramené les plus gros établissements à un niveau plus équilibré par rapport aux autres. Voilà. Donc ça, c'est un peu de la cuisine et des curseurs qui bougent dans un sens dans l'autre. Le CNC sait faire ça très bien. Hein. On passe notre vie à modifier des curseurs dans nos différentes politiques, et ça en fait partie. Évidemment, la plupart des salles à RSC sont des cinémas qui font entre 1 et 3 écrans. Hein. Donc, pour 80% des salles, c'est une hausse en fait de subvention. Bon, on était venu quand même avec des Fédé, Scar, FKA avec des propositions chiffrées. Hein. On avait notamment sur ces aspects COEF. Alors, le CNC les a revus avec son savoir-faire et sa précision que nous n'avions peut-être pas, mais c'est vrai qu'on avait fait un gros travail en commun justement pour revoir les COEF et rester dans une enveloppe raisonnable. Oui, absolument. On ne découvre pas l'augmentation budgétaire au moment où on met en place la réforme, c'est évidemment anticipé. Et on savait qu'on allait accompagner cette réforme d'un budget supplémentaire sur la RSC, évidemment. Voilà, donc une autre prime qui a été mise en place à cette occasion, c'est la prime qu'on appelle film fragile. Voilà, c'est une prime qui vient récompenser la diffusion des films qui sont réputés les plus fragiles, les moins porteurs en termes de fréquentation. Ces films, ces films fragiles sont définis comme des films qui sont recherche et découverte et qui sortent sur moins de 80 copies au moment de leur sortie nationale. Voilà, donc c'est des films qui sont globalement peu diffusés, des films de petite diffusion, beaucoup de films qui font l'objet de soutien du GNCR notamment, pas seulement, il y a des films aussi de l'ACID. Enfin, la plupart des films recherche et découverte sortent sur moins de 80 copies. Et là, donc, il y a une prime, alors on rentrera là aussi dans son calcul tout à l'heure, mais il y a une prime supplémentaire pour ces établissements qui font cet effort-là. Et puis également une reconnaissance du travail qui est fait sur la diffusion des courts-métrages. Évidemment, on le sait tous, c'est important de diffuser les courts-métrages, c'est l'émergence des jeunes auteurs, c'est assez crucial qu'on puisse les montrer. C'est compliqué à faire, on le sait, dans les salles de cinéma parce que c'est des formats qui sont difficiles. Enfin, on ne va pas vendre un billet pour un court-métrage seul, donc il faut faire des programmes de court-métrage, des diffusions en avant-séance, ça prend du temps. Ça augmente la durée des séances. Enfin, bon, c'est des choses qui sont assez compliquées sur des films qui n'ont pas de notoriété, évidemment. Donc, c'est difficile de faire venir le public. Donc, c'est un effort supplémentaire que font les salles. Beaucoup de salles le font très bien. Et ça mérite d'être souligné parce qu'il y a un vrai intérêt collectif à ce que ces films soient diffusés et qu'ils soient connus. Voilà. Donc ça, c'était la partie réforme de 2017. Et puis maintenant, on va rentrer un peu dans le cœur du réacteur et de comment donc on procède au classement art et essai des salles. Voilà. On a vu ce qui avait changé. On va pouvoir rentrer dans
dans la description du dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. La première chose, il faut toujours la rappeler, c'est que c'est un dispositif incitatif. Hein. C'est évidemment quelque chose qui est fait pour que les établissements, les exploitants se disent bah oui, ça vaut le coup de diffuser de la RSC, ça vaut le coup parce que ça m'intéresse, ça vaut le coup parce que je fidélise une partie de mon public, évidemment, mais ça vaut le coup aussi parce que c'est un travail qui est reconnu par l'État, par le CNC, qui donne lieu à l'attribution d'une aide financière et qui me permet aussi une reconnaissance des élus territoriaux, du maire de la ville, des conseillers municipaux, du conseil régional, etc. Donc ça me donne une légitimité, une place qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance symbolique et de gratification financière, parce qu'au-delà de l'aide évidemment financière qui va avec ce dispositif, il y a vraiment une question de reconnaissance symbolique et politique. C'est un dispositif qui vise à garantir un maximum de diversité d'offres cinématographiques, hein, en encourageant les salles à diffuser ces films qui, en termes de marché, sont un peu plus difficiles à diffuser que les autres. On garantit le fait que sur les écrans français, on va avoir une diversité d'offres, et ce, sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire pas simplement sur les grandes villes où de toute façon il y aurait du public pour un peu tous les films, mais également dans les petites villes, les villes moyennes, les zones rurales, dans lesquelles évidemment c'est plus difficile et où le marché pousserait plutôt à sélectionner quelques films les plus porteurs et à ne pas forcément diffuser les autres. Cet aspect-là, évidemment, il est absolument essentiel et c'est une des grandes réussites du système français que d'avoir réussi à le faire. Alors, ce n'est pas que la politique de la RSC qui amène ce résultat, mais c'est très important. Il y a aussi toute la question de la production, savoir ce qu'on produit, mais en termes de diffusion, le dispositif RSC permet que la diversité des films soit diffusée sur l'ensemble des territoires de façon très très forte et toutes les comparaisons internationales sont extrêmement probantes sur cette question-là, où on a une diversité sur les écrans qui est complètement inégalée dans aucun autre pays du monde. Où on peut voir cette diversité de films dans des villes de 10 000, 15 000, 20 000 habitants. Ah, mais c'est important, ça. C'est vrai que bon, ça a été développé très bien par François encore ce matin, mais c'est vrai que on parle souvent de Paris comme la ville avec la plus grande diversité cinématographique, c'est un fait. Mais ce qui fait l'exception culturelle sur le terrain de la diffusion cinématographique, c'est effectivement la très grande diversité qu'on retrouve sur tout le territoire et qu'on retrouve dans des toutes petites villes et sur des toutes petites communes. Juste te dire qu'en un slide, on a quand même trois choses fondamentales. Le caractère incitatif, et ça, on en parlera tout à l'heure quand tu donneras les statistiques économiques, mais les données économiques plutôt. Pour dire, justement, on parlera d'enveloppe, quoi. Le caractère incitatif et l'effet que ça a sur l'enveloppe et les difficultés auxquelles ça peut mener. Donc, on peut aussi en faire quelque chose de très, très concret. On l'évoquera tout à l'heure, il faut qu'on ne l'oublie pas. Et après, on voit en dessous les deux piliers de la RSA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs, toutes les discussions, quand on a dit, tu assistes à quasiment tous nos conseils d'administration, Corentin, de discussions entre organisations professionnelles, on voit bien qu'il y a des sensibilités diverses et variées au sein de la RSA, mais il y a deux piliers qui ont plus ou moins d'importance selon les gens et selon les sensibilités. La diversité est vraiment la diffusion de films d'auteurs, que des films d'auteurs larges comme des films d'auteurs beaucoup plus pointus, recherche, etc. Et l'autre pilier qui est effectivement l'animation culturelle et sociale du territoire et la vie qu'un cinéma apporte et ce qu'il apporte sur le territoire en termes d'animation culturelle, d'éducation au cinéma, etc. etc. Absolument. Pardon Corentin, avant que tu reprennes, est-ce qu'il y a un petit peu de bruit parasite sur ton micro? Ah. Donc, si tu as une petite oreillette sous la main, ce serait super. Mais malheureusement, pas d'oreillette. Essayer de ne rien toucher autour. Voilà, il y a un peu de… Voilà, très bien. Et de bien couper les micros, effectivement, quand… Il faut que tu lèves les mains en permanence, Corentin. Voilà, c'est ça. Tu vas être comme ça et que je ne bouge surtout pas.
Oui, donc le troisième item là, de la slide, bon, j'y reviens pas, vous l'avez compris, mais il y a la dimension territoriale du coup de la RSC, la pénétration des films RSC dans la profondeur du territoire, c'est évidemment l'essentiel de ce dispositif. Alors, on revient sur la recommandation RSC des films, donc le fameux premier étage de la fusée. Juste pour dire, parce qu'encore une fois, ça fait l'objet d'un module spécifique, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais la procédure de recommandation des films, donc c'est le CNC qui procède à la recommandation en RSC des films, c'est le président du CNC qui prend cette décision, mais la gestion de la procédure, le recueil des votes du collège de recommandation est confié de très longue date à l'AFCAE, qui gère cette fonction pour le CNC. La recommandation, elle est faite après avis d'un collège de recommandation, les 50 personnalités dont on parlait tout à l'heure. Il y a des exploitants, il y a des cinéastes, il y a des critiques, il y a des directeurs de festivals, il y a des producteurs, des distributeurs dans ces membres, et c'est eux qui décident, donc, parmi tous les films qui sortent en salle chaque semaine, les films qui doivent être recommandés à RSC. Voilà, donc là, on reprend un peu les différentes caractéristiques du classement qu'on a déjà vu précédemment. Voilà, donc c'est la RSC, c'est l'AFCAE, pardon, qui recueille les votes du collège et qui transmet au CNC la liste des films que le collège souhaite recommander. Voilà, alors là, vous avez la définition légale, telle qu'elle apparaît dans le Code du cinéma, de ce qu'est un film RSC. Donc, vous avez là les critères qui permettent de définir si un film est recommandé à RSC ou non. Voilà, donc vous voyez en les lisant que c'est des critères qui sont très très larges, qui sont même assez lâches. Il y a une subjectivité qui est assumée là-dedans. Il y a une question de qualité évidemment artistique. Et puis une question aussi de préservation des cinématographies peu diffusées, puisqu'on sait bien évidemment que le cinéma c'est un marché, qu'il y a des cinématographies dominantes, évidemment la cinématographie américaine et puis la cinématographie nationale, la cinématographie française, et donc les films qui viennent du reste du monde ont moins de notoriété, moins de public, et donc pour ouvrir un peu à ces cinématographies-là, on prend aussi en compte cet aspect. Voilà, mais encore une fois, un peu de boulot pour demain quand même, Corentin. Voilà, ok, je vous laisse du boulot pour demain. Allons-y. On revient là aussi donc, sur les labels qui sont attribués, qui vont avec la recommandation des films. Donc le label jeune public pour les films qui s'adressent aux jeunes, des films RSC qui s'adressent au jeune public. Là, c'est le groupe jeune public de l'AFCAE qui va coller ce label sur la recommandation. Le label recherche et découverte qui est lui attribué directement par le collège de recommandation, et puis le label patrimoine et répertoire, où là on a une partie automatique qui sont les films qui sont déjà recommandés à RSC, qui étaient déjà recommandés à RSC au moment de leur première sortie. Ces films-là sont toujours recommandés à RSC, et en plus ils ont ce label patrimoine et répertoire. Et puis les films en ressortie qui sont pour lesquels le collège de recommandation souhaite attribuer ce label. Donc on a trois fonctionnements différents sur les trois labels, ce qui fait un peu la complexité de l'architecture de ce système-là. Voilà, donc ça c'est pour la recommandation. Maintenant, on est vraiment sur le classement des salles, puisque évidemment, qui en découle, puisque sont classés, c'est le premier principe, sont classés les établissements qui diffusent les films recommandés à RSC. C'est le deuxième étage de la fusée. Donc on regarde la programmation, le grand principe c'est qu'on regarde la programmation passée des établissements sur une période de référence qui est donnée, donc une période de référence d'1 an ou de 2 ans selon le calendrier, et on classe l'établissement pour en général donc 2 ans maintenant depuis la réforme de 2017. Donc on reconduit en année 2 la subvention, le classement qu'on avait attribué la première année.
Voilà, il y a toujours une petite demande à faire de la part des établissements, ça je le rappelle à chaque fois parce que parfois les exploitants pensent que comme ils ont été classés une année, l'année suivante ils n'ont absolument rien à faire. C'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même qu'ils aillent sur l'application, renouveler leur demande. Ça doit prendre à peu près 3 minutes montre en main, parce qu'il faut juste dire qu'on demande l'aide, voilà, et répondre à 3 ou 4 questions. Mais il faut quand même faire cette démarche chaque année. Et peut-être dire, Corentin, aussi que effectivement, c'est tous les 2 ans, donc les commissions régionales sont réunies désormais tous les 2 ans. Bon, là, on est dans un cas très particulier puisque ça fait 3 ans qu'elles n'ont pas été réunies, mais c'est la Covid qui explique ça. Donc tous les 2 ans, mais pour autant, la commission nationale se réunit tous les ans si effectivement il y a des cas particuliers que nous expliquera Dorothée tout à l'heure. Mais voilà, il y a toujours des changements d'exploitants, il y a toujours quelques petits cas qui justifient qu'une salle puisse demander un nouvel examen de sa situation. Tout à fait. En gros, on a 95% des subventions qu'on renouvelle, et puis il y a 5% de salles qui relèvent de cas spécifiques dont on donnera, enfin qu'on listera et qu'on détaillera plus tard. Mais il y a 5% des salles pour lesquelles on revoit en effet la demande complètement. Et là, il y a la commission nationale qui se réunit, qui regarde le dossier, qui procède de nouveau au classement si elle le souhaite. Mais enfin, en tout cas, pour lesquelles on ne fait pas de renouvellement là, automatique. OK. Alors, vous l'avez compris, je pense, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, mais la dimension territoriale, elle est très, très importante dans le classement RSC, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que ce classement, il s'adresse à toutes les salles du territoire. Et donc, on a un système qui s'adapte au territoire sur lesquels sont les établissements, et notamment à la taille des agglomérations dans lesquelles sont situés les établissements. Donc, c'est vraiment le grand principe du classement, c'est que les critères d'accès au classement dépendent de la taille de l'agglomération dans laquelle les établissements sont situés. Voilà, donc un établissement qui est classé à Paris, les critères d'accès ne sont pas du tout les mêmes qu'un établissement qui sera classé dans une zone rurale, par exemple. Vous avez là donc c'est pour ça qu'on parle de catégories. Il y a 5 catégories, A, B, C, D, E, qui dépendent donc de la taille des agglomérations. Vous avez deux grands groupes, la catégorie AB d'un côté, les catégories C, D, E de l'autre. Là, vous avez des tailles, mais les catégories A, donc on parle des plus grandes villes, hein, on parle là de UU, ça veut dire unité urbaine, hein, c'est en fait l'agglomération, c'est comme ça que l'INSEE appelle l'agglomération, tout simplement. Donc, catégorie A, plus de 200 000 habitants dans l'agglomération. Catégorie B, c'est un petit peu compliqué là, à lire et d'ailleurs à pratiquer également, parce qu'il y a également, on prend en compte à la fois la taille de l'agglomération, mais aussi la taille de sa ville-centre. En fait, l'INSEE définit les agglomérations, mais définit également des villes-centres des agglomérations. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais le principe, il est celui-là, il est que plus l'agglomération est petite, plus le critère d'accès en fait sera simplifié, sera assoupli pour permettre d'intégrer toutes les salles qui évidemment ne sont pas du tout confrontées aux mêmes réalités de marché. Hein. C'est pas du tout pareil évidemment de faire de la RSC dans une ville de 20 000 habitants que dans le cœur de Paris. Et c'est ça donc, qui est pris en compte. Mais Corentin, peut-être pour aller vite, c'est catégorie A, c'est vraiment Paris et les grandes villes. Oui. Catégorie B, on est toujours dans des villes assez grandes. C, ça recoupe globalement beaucoup les salles de périphérie, de grandes agglos. Catégorie D, on est vraiment sur les villes moyennes. Et E, on est sur les plus petites villes et en zone rurale. Voilà. Sachant que, on le verra dans les résultats du classement, mais la plupart des salles sont en catégorie E. La majorité des salles classées font partie sont dans ces agglomérations de moins de 20 000 habitants. Avec évidemment quelque chose qui n'est pas du tout proportionnel par rapport entre le nombre de salles classées et après les fréquentations sur les films RSC dans les salles classées, puisqu'effectivement, on a moins de salles en catégorie A et B, mais souvent, ce sont des salles qui sont des locomotives et donc qui ont des grosses fréquentations RSC, alors qu'au fur et à mesure qu'on descend sur le territoire, évidemment, les fréquentations sont moins importantes. Mais on le verra on le voit bien, je pense qu'il y a des slides où on le voit bien tout à l'heure.
Alors, cette slide n'est pas la plus agréable. Elle est assez complexe. C'est vraiment la machinerie. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la salle des machines du paquebot, de la fusée. Et on rentre vraiment un peu dans les détails techniques. Mais donc là, on est dans le premier groupe, donc les catégories A et B, les salles des plus grandes villes, Paris et les grandes agglomérations. Donc, on voit comment fonctionnent les critères d'accès au classement. On va calculer donc le pourcentage de séances à réessayer sur le total des séances organisées par l'établissement. L'éligibilité minimum, ce sera donc pour la catégorie A, il faudra programmer au moins 65% de séances à réessayer. Pour la catégorie B, au moins 50%. Donc ça, c'est pour la partie, disons, automatique. On va voir tout de suite, c'est des choses qui sont calculées automatiquement selon la programmation de la salle. Et puis après, il y a la partie plus subjective, on va y revenir après, mais il y a une pondération qui est faite sur ces données brutes par la commission ARESC, qui va décider d'attribuer, soit de relever la note du cinéma, soit de la descendre, une majoration, généralement plutôt des majorations ou minorations, on va voir les critères après. Et ça nous donne une note finale. Après, vous avez un coefficient par écran, le coefficient dont on parlait tout à l'heure, qui va s'appliquer, et on va aboutir donc à un indice qui va, et ensuite l'indice est lié à un montant de subvention. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces salles des plus grandes villes, la donnée de base, c'est la proportion de séances à réessayer qui est faite dans l'établissement. Après, il y a des majorations, des minorations, mais la donnée de base, c'est vraiment celle-là. C'est la proportion de séances qui sont faites sur les films à réessayer. Ensuite, on est donc dans le deuxième groupe. Donc là, on est dans les salles de périphérie des grandes villes ou des villes moyennes et des zones rurales. Catégorie donc C, D, E. Et là, on a un système qui est différent, qui est assez fortement différent du système écrit juste avant, puisque là, on va prendre en compte la proportion de séances, mais aussi l'importance de la diffusion des films à réessayer en valeur absolue. Voilà, puisque là, on va considérer qu'un cinéma, même si il a une action de diffusion des films généralistes assez importante, s'il fait cet effort de diffusion quand même à côté de ça, de diffusion des films à réessayer, il va pouvoir accéder au classement, même si au final, sa proportion de séances à réessayer n'est pas forcément énorme. Mais s'il fait beaucoup de séances, en valeur absolue, ça peut quand même être une diffusion importante pour les spectateurs, évidemment, de la ville concernée. Donc, on est dans une logique qui est assez différente de celle des grandes villes. Voilà, c'est un peu technique, j'espère que vous en comprenez en tout cas les grandes lignes pour ceux qui ne sont pas familiers avec le classement ARESC. Et donc là, on parle vraiment d'indices. C'est plus, du coup, le tableau que vous avez là sous les yeux est un peu plus difficile à interpréter. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc on va calculer cet indice de diffusion. De la même façon, il va y avoir une pondération, des majorations, des minorations qui vont être appliquées. Un indice final qui sera donc calculé et une subvention, un montant de subvention qui va avec. Il va y avoir un peu des questions sur la droite de mon écran. Je ne sais pas si, Marion, tu fais le tri un peu dans Oui, tout à fait. Du coup, je me dis si tu voulais répondre maintenant, mais effectivement, la question est pourquoi le coefficient effectivement est plus important pour les catégories A et B et dégressif pour C, D, E. Bon, alors ça, c'est une autre question encore qui a été posée tout à l'heure, effectivement, sur la réforme. Parce qu'effectivement, il y a un coefficient multiplicateur. Alors là, pour le coup, en CDE, ce n'est pas le cas. Mais en catégorie A et B, il y a un coefficient multiplicateur par écran. Et bon, là, on n'a pas la formule qui est très compliquée pour arriver à ces indices. Donc, mais il faut retenir cette idée que, qu'on soit en pourcentage ou en indice, il y a quand même un coefficient multiplicateur. Dans un cas, on fait une multiplication, c'est-à-dire que en commission, Dorothée, elle regarde, elle fait sa multiplication. Enfin, maintenant, c'est un ordinateur, c'est une appli qui le fait, mais enfin,
des fois on est obligé de le vérifier à la main, elle prend le pourcentage et elle multiplie par le coefficient qui correspond au nombre d'écrans de l'établissement, alors qu'en CDE, ce coefficient est intégré dans l'indice que vous avez là. C'est assez complexe. C'est aussi la raison pour laquelle nous, à l'AFCAE, en termes de simplicité, on avait demandé à passer à des seuils en pourcentage pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Et effectivement, vu que ce n'est pas la même mécanique, il y a deux choses par rapport à la question qui est posée. C'est d'une part, ce n'est pas la même mécanique du tout dans le calcul, et d'autre part, ce ne sont pas du tout les mêmes marchés. Donc, effectivement, ce qui choquait un peu la personne qui posait cette question il y a déjà un moment que j'ai vu dans le chat, c'est pourquoi on a, au moment de la réforme, augmenté le coefficient des 15, 16 écrans, etc., par rapport à ce que c'était avant. Je voudrais juste souligner une chose, c'est que le jour, au vu des seuils et des seuils minimaux, le jour où un 15 écrans dans une ville de catégorie A sera classé RSS, c'est-à-dire que 15 écrans, il faut quand même atteindre 70% minimum des séances sur des films recommandés RSS en version originale. C'est vraiment que ce sera un établissement qui fera, tout en étant à 15 écrans, un travail tout à fait remarquable sur l'RSS. À titre d'exemple, si on prend par exemple un cinéma comme l'UGC Léal qui fait 28 écrans, qui en valeur absolue, forcément, projette beaucoup de films et forcément beaucoup de séances, l'UGC Léal est très très loin des seuils du classement RSS. Voilà, très très loin des fameux 70%. Voilà, alors que effectivement, la logique est complètement différente dans une ville moyenne ou dans une petite ville, notamment avec des restructurations du parc, où on se retrouve souvent avec, là où il y avait autrefois 2, 3, 4 établissements, souvent on se retrouve avec un miniplex, enfin des transferts, une modernisation du parc et souvent un établissement qui lui, fait seul, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais dans beaucoup de villes moyennes, c'est quand même vrai, fait seul le travail RSS. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même logique du tout. Et ça explique aussi qu'on a travaillé de manière complètement différente les coefficients multiplicateurs avec, on les a augmentés pour les 1, 2, 3 écrans, généralement. C'est resté très stable pour les 5, 6, 7. Et après, le traitement est différencié entre A et B et CDE. Pardon, cette réponse est un peu complexe et sans doute que je garde encore un peu de vague, mais ça prendrait beaucoup. Peut-être pour rajouter une couche de complexité, mais parce que vous demandez pourquoi dans les catégories A et B, le coefficient écran il est croissant avec le nombre d'écrans, tandis que dans les catégories CDE, il est décroissant. En fait, c'est un effet strictement mathématique, hein, c'est que dans l'indice qui est calculé dans les catégories CDE, cet indice il augmente beaucoup avec le nombre d'écrans. Donc le coefficient il vient rééquilibrer cet effet-là. Voilà. Donc, dans les catégories CDE, globalement, plus on a d'écrans, plus la subvention est forte. Voilà. Et donc, on vient corriger un peu cet aspect-là. Tandis que le calcul en catégorie A et B est construit complètement différemment. Donc, on n'a pas besoin d'apporter cette correction. Voilà. Donc, encore une fois, ça rend les choses parfois un peu difficiles à lire. Hein, effectivement, le calcul, techniquement, le calcul des aides. Il y a une petite question sur les cinémas itinérants aussi, comme c'est une question rapide, j'y réponds tout de suite. Mais les cinémas itinérants sont considérés toujours comme des mono-écrans et ils sont considérés comme localisés dans ce qu'on appelle la salle pilote, hein, du circuit itinérant. Voilà. Sachant que les circuits itinérants sont presque tous, je crois qu'il y en a un seul pour lequel ça n'est pas le cas, sont tous en catégorie E, puisqu'évidemment les circuits itinérants en général sont situés plutôt dans les zones rurales. Hein. Et alors on a une question aussi sur un mono-écran dans une ville de 8000 habitants, qui serait dans une agglomération de 100 000, ouais. En catégorie C, et donc c'est plus difficile pour elle d'acquérir les labels. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'agglomération qui compte et pas simplement la commune de localisation, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir entre, je sais pas, pour parler des villes de 40 000 habitants, c'est pas du tout pareil d'être à Bobigny, qui est évidemment l'agglomération parisienne, que d'être dans une ville de 40 000 habitants, je sais pas, à Auxerre, qui est une ville, voilà, qui est une agglomération avec autour plutôt de la zone rurale et pas de zone fortement peuplée.
Donc, effectivement, c'est l'agglomération qui compte. Hein, dans ces cas-là. Donc, en effet, les critères d'accès seront un peu plus difficiles pour la salle qui est dans une grande agglomération. Et c'est vrai que c'est une question qui revient, enfin, c'est une remarque ou une question qui revient pas mal dans le chat ou dans les questions, et c'est une difficulté dont on discute très souvent avec le CNC, hein, FEDE, AFCAE, CNC, c'est qu'effectivement, l'INSEE, ça a ce grand avantage de donner des critères objectifs qui sont les mêmes pour tous, mais il y a des redéfinitions. Effectivement, en plus, la définition de l'unité urbaine, je ne l'ai plus complètement en tête, mais il faut que il n'y ait pas d'absence de bâti sur je ne sais plus combien de mètres. C'est la continuité du bâti. Ouais, c'est la continuité du bâti, il faut, voilà. Et c'est vrai que dans les redéfinitions, effectivement, mais on le voit aussi sur les CDAC, les CNAC, etc., en cas de création, de modernisation d'une salle. C'est vrai que ce n'est pas la taille d'une commune qui compte, parce qu'une commune qui est dans une unité urbaine assez importante, elle a un potentiel, elle a un public potentiel qui est beaucoup plus important. Mais c'est vrai, néanmoins, il faut le reconnaître, et on le sait tous, et je pense qu'au sein des commissions, on en est conscient, à la marge, quand il y a des redéfinitions faites par l'INSEE, il y a des communes parfois qui se retrouvent dans des agglomérations à qui on demande, on a des exigences plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a quelques cas qui soulèvent problème, et je pense que tout le monde au sein de la commission en est conscient, même si on ne peut pas moduler les règles. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la marge, il y a quelques cas. Là, tu parles des fusions de communes. Il y a la question des fusions de communes. Il y a effectivement des évolutions, évidemment, dans le peuplement des agglomérations. Il y a des fusions de communes qui fait qu'on change, effectivement, d'un coup, on a une salle qui a une adresse différente puisque la commune a fusionné. Donc, elle peut changer de catégorie assez brusquement de ce fait-là. Mais il y a aussi des effets de seuil importants. Si vous êtes dans une ville qui faisait 98 000 habitants et puis que l'année d'après, au recensement suivant, elle fait 102 000 habitants, évidemment, vous changez de catégorie. Du coup, il peut y avoir ces changements-là. Alors, ils sont relativement rares parce que les choses sont quand même très stables, mais ça peut effectivement arriver. Et à ce moment-là, vous changez de critères d'accès. Et alors, on a une question aussi justement sur les coefficients pondérateurs. Comment sont-ils déterminés en fait? On va arriver. Il y a une slide là-dessus. On va avancer parce je vois qu'il est déjà 15h16. Donc justement, l'examen des demandes en commission. Donc quand vous faites un dossier à RSC, il est examiné par une commission régionale. Il y a un questionnaire qui vous est demandé. Ce questionnaire, il a deux parties. Il y a une partie qu'on ne vous demande pas de remplir parce qu'en fait, elle est abondée automatiquement, qui est la partie programmation, puisque le CNC a les moyens via Cinedi et la déclaration de recettes de faire remonter toute la programmation des salles. Donc, cette partie-là, on la fait remonter informatiquement, automatiquement. Et puis ensuite, il y a la partie qu'on vous demande de remplir qui concerne notamment l'animation de votre salle, tout ce que vous pouvez faire pour accompagner les films à RSC, donc les invitations de cinéastes, les festivals, toutes ces choses-là, les données de programmation, vos contraintes aussi de programmation, parce qu'on a aussi beaucoup de salles qui ont parfois des activités de spectacle vivant, donc ils ne peuvent pas utiliser la salle uniquement pour le cinéma toute l'année, donc on prend aussi ça en compte. La façon dont la salle travaille avec les dispositifs scolaires, comment elle s'inscrit dans les réseaux régionaux, enfin bon. Donc, il y a plein d'informations qui sont demandées. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie que vous remplissez sur les dossiers. Et qui sont les dossiers qui sont examinés en commission régionale. Et la commission régionale, au vu de ces données-là, et notamment de tout ce qui est inscrit dans la politique d'animation de la salle, va donc appliquer une pondération, donc une majoration ou une minoration. Alors, je voyais passer là les questions sur ces aspects-là. Il y a évidemment quelque chose qui est une appréciation de la commission, hein, donc avec la part de subjectivité qui peut aller avec ça. Néanmoins, il y a des critères qui sont quand même très précisément définis. Hein, c'est les critères que vous avez là à l'écran. Il y en a beaucoup, mais c'est tout ce qui peut venir justifier une majoration donc de la note qui est donnée au cinéma. Donc il y a la démographie et la sociologie de l'endroit,
l'environnement cinématographique, c'est-à-dire si la salle elle est en concurrence très forte avec un multiplex, par exemple, une salle très puissante sur le plan du marché, bah, évidemment, c'est quand même une contrainte très forte pour elle, donc c'est parfois pris en compte. La politique d'animation, j'en ai parlé. Le travail en réseau qui peut être mis en place, le travail à destination du public scolaire. Enfin voilà, vous avez un peu tous les items, disons, qui peuvent être mobilisés là-dessus. La prise en compte des versions en VO, VF, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais la version dans laquelle les films sont présentés, en catégorie A et B, seuls les films RSC qui sont présentés en VO sont pris en compte. En revanche, en catégorie C, D et E, la version n'est pas considérée. C'est une différence importante entre les deux catégories. Évidemment, le nombre d'œuvres, la diversité des œuvres, la politique de diffusion, enfin voilà. Donc, tout ça sert à l'appréciation du travail spécifique de la salle, au-delà simplement des remontées automatiques de quel film est passé à quel moment. Évidemment, symétriquement, vous avez les coefficients minorateurs, qui sont moins souvent appliqués, mais qui sont quand même appliqués régulièrement, évidemment, quand la commission estime que certes, il y a une diffusion RSC qui peut être satisfaisante, mais qu'il n'y a pas le travail d'accompagnement qu'elle estime nécessaire autour des films. Vous avez les questions de confort de la salle, si la salle est vraiment fortement dégradée, voilà, on peut appliquer une minoration, la qualité des informations, la situation économique de l'établissement, la faiblesse des actions d'animation. Voilà, tous ces critères-là qui vont permettre d'avoir une réappréciation qualitative de ce qui est fait dans l'établissement. Et alors, parmi les questions, est-ce que justement l'animation qui est faite autour de films qui ne sont pas classés peut rentrer en ligne de compte ou donner effectivement… C'est à l'appréciation de la commission. En principe, l'animation, c'est ce qui va venir mettre en valeur les films RSC. Néanmoins, en particulier en catégorie E, dans les zones rurales, quand l'animation montre ce qui est fait sur des films non RSC, mais vient quand même montrer un certain dynamisme de l'établissement, une capacité à rendre le lieu convivial, vivant, en phase avec les associations, le monde associatif, la population locale, c'est quand même quelque chose qui peut amener à penser qu'on a affaire à une salle dynamique qui travaille bien. Donc, ça peut quand même rentrer un peu en ligne de compte. Après, en catégorie A, par exemple, ce sera plutôt contre-productif de mettre des animations sur des films qui ne sont pas RSC, parce que ça n'a aucun intérêt, très, très franchement. Mais si vraiment, vraiment dans les toutes petites villes, ça peut avoir un intérêt. Juste pour ajouter, pardon, parce que je pense que c'est quand même un point important qui a donné lieu à de nombreuses discussions et entre organisations professionnelles lorsqu'on avait fait une réunion sur un peu les grandes lignes des commissions et puis au sein de la commission nationale, mais même des commissions régionales. Effectivement, on peut quand même dire le principe qui a été retenu quand même plutôt par la dernière présidente, enfin l'avant-dernière présidente, puisque maintenant elle est au cabinet de la ministre, mais c'est de dire quand même que globalement, les animations ne comptent que si elles portent sur l'art essai. On peut quand même dire que le principe, c'est quand même plutôt celui-là. Voilà. Après, ça va être du cas par cas. C'est-à-dire que, comme l'a dit très bien Corentin, il ne faut pas non plus… alors là, je vais donner un avis qui m'est plutôt personnel, mais qui me paraît cohérent, mais je sais qu'il n'est pas partagé par tous, donc je dis les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est une animation sur vraiment un film très grand public qui n'a rien à voir avec l'art essai, etc., c'est très gênant qu'on le retrouve dans un dossier. En revanche, si on ne disait que seules les animations sur l'art essai comptent, ça veut quand même dire qu'on peut on peut mettre de côté des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, des festivals où effectivement on a passé des films expérimentaux ou des films qui n'ont pas encore de visa ou qu'avec un visa temporaire et qui, par définition, ne peuvent pas encore être recommandés à essai. Des films, effectivement, des documentaires qui vont susciter le débat, qui vont faire venir des associations, qui vont donner dans la ville une animation culturelle et sociale, etc. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas se dire non à tous les coups. C'est vrai que la logique théorique pourrait être de dire vite si le film n'est pas recommandé à essai,
alors toutes les animations autour de ce film ne doivent pas compter. Mais dans la réalité, en fait, c'est plus complexe que ça. Donc, faut faire attention. Ou même, par exemple, les courts-métrages, en tant que tels, ne sont jamais recommandés à RSA. Et pourtant, faire des animations autour du court-métrage, évidemment, ça compte dans l'animation d'un dossier. Voilà. Oui, le court-métrage pose souvent beaucoup de questions, mais ça, on pourra y revenir peut-être Oui, plus j'ai tard. vu qu'il y avait aussi justement, ce matin, il y avait notamment des questions sur la Ouais. recommandation des courts-métrages, etc. Il n'y a que les films de long-métrage qui sont recommandés à RSA et éventuellement des programmes de cours qui, du coup, ont la durée d'un an. Voilà. Et alors, on a aussi une question sur l'accessibilité sensorielle ou moteur. Est-ce que ça peut aussi rentrer en ligne de compte? Peut-être s'il y a des séances aussi supplémentaires pour le handicap sensoriel? Alors, tout ce qui est animation peut compter. Donc, s'il y a effectivement un travail spécifique qui est mené dans cette direction-là, on peut tout à fait l'inscrire au dossier d'animation. Après, l'équipement en tant que tel de l'établissement pour faire ces choses-là n'est pas pris en compte directement dans le classement. On a déjà bien des critères à regarder. Voilà. Après, juste pour rebondir là sur ce que disait Renaud, très clairement, si je peux donner un conseil, c'est que le dossier d'animation ne se mesure pas au poids. Et donc, c'est inutile de faire rentrer au chausse-pied des choses qui ne sont pas RSE ou qui ne rentrent pas vraiment dans la politique d'animation de la salle, juste parce que faut remplir quelque chose, puis que plus on en met, plus on a l'impression que ça fonctionne. En réalité, c'est assez contre-productif parce que les actions les plus fortes sont noyées dans l'avant-première des tuches et c'est en fait pas très, ça rend les actions de la salle pas très lisibles en réalité. Ah oui, dans la réalité, c'est très contre-productif. Donc, très franchement, voilà, mieux vaut s'en tenir effectivement à l'animation qu'on fait sur les films RSE ou éventuellement des films non RSE quand on a apporté une vraie plus-value. Si vous faites venir un conférencier à destination des adolescents sur ce que c'est que les films de super-héros aux États-Unis et que du coup vous diffusez Spider-Man, ça a quand même un sens de l'inscrire, évidemment, mais on est un peu dans l'exception. Oui, de même de l'exemple qui est donné dans le chat d'un film Disney, mais qui serait suivi d'un atelier et d'une animation avec le jeune public. Absolument. Oui. Bon, là, on va lancer une longue discussion, on s'arrête. Non, justement, regarde, tu vois, je passe la slide. Voilà. Non, mais ce qu'on peut dire quand même en conclusion par rapport à cette question-là en particulier, mais c'est qu'on voit qu'il y a énormément de critères pour la majoration, énormément de critères pour les minorations, que les commissions sont composées d'une vingtaine de personnes avec des représentants du CNC, des représentants de toutes les sensibilités de la RSA, des distributeurs, des producteurs, des critiques de cinéma, et que chacun de son point de vue, c'est évidemment là-dessus que ces commissions sont passionnantes, parce que c'est le caractère subjectif, alors je ne le dis pas de manière péjorative, mais c'est le caractère subjectif, c'est-à-dire que c'est la marge de la commission sur l'appréciation du travail. Et évidemment, d'un membre à l'autre, ça donne à des discussions très, très animées parce que dans les différents critères de majoration et minoration, il y a des gens qui vont plus insister sur un point que sur un autre, etc. Mais il faut aussi dire qu'il y a ce caractère collectif qui fait que c'est sans doute pas parfaitement équitable parce que ça reste humain et que l'équité absolue n'existe pas, mais que ce caractère collectif fait quand même qu'il y a une grande attention qui est portée pour être le plus juste possible entre différentes salles qui sont dans des situations analogues. Aucune salle ne se ressemble et n'est exactement dans la même ville, on est bien d'accord, mais pour que les salles qui se ressemblent le plus soient quand même traitées le plus justement possible. Mais c'est évidemment toute la partie passionnante de la commission, que ce soit en commission régionale ou en commission nationale. Alors, donc perdu Corentin, du coup. Non, pas du tout. La commission propose, avec le classement, donc la distribution de labels, donc les 3 labels jeune public, recherche et découverte, patrimoine et répertoire. Donc là, on est dans des critères qui sont également assez quantitatifs. On va regarder combien de ces films ont été diffusés, sur combien de séances. Ça va permettre donc de voir si on peut attribuer un label. Et puis après, on va quand même aussi regarder l'aspect un peu qualitatif de l'accompagnement de ces films. Donc la commission s'est donné des grilles d'évaluation en fait de ce qui était fait. Donc elle fonctionne, en tout cas en catégorie C, D et E, parce que c'est pas le cas en catégorie A et B.
Et pour les catégories C, D et E, vous avez des grilles un peu d'appréciation de ce qui est demandé pour obtenir ces différents labels. Donc là, sur cette première grille, on est sur les labels recherche et découverte. Donc, vous voyez qu'on a les 3 catégories, les établissements par nombre d'écrans sur chacune des lignes. Et donc, dans chacun des cas, on a un nombre minimum de films qui est souhaité, et puis un nombre minimum de séances sur l'année qui est nécessaire pour obtenir le label. Voilà, on aura donc les mêmes choses pour le jeune public et le patrimoine et répertoire. Et ça, il faut dire que c'est quand même assez récent, hein, puisque avant il n'y avait pas de, il y avait des grilles, mais c'était pas détaillé autant par écran et par catégorie géographique. Du coup, ça va un peu plus vite pour les commissions, évidemment, de regarder, parce qu'elles ont des grilles qui sont précises et sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Parce qu'évidemment, la question du temps quand même passé en commission est un enjeu important, parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a à peu près 1400 cinémas qui demandent le classement précédemment chaque année, maintenant tous les 2 ans. Et donc, évidemment, les commissions cherchent à se donner aussi des moyens d'objectiver les avis qu'elles rendent, et puis aussi d'aller un peu rapidement, parce que sinon, évidemment, ça pourrait durer 6 mois de regarder ces 1400 dossiers. Alors, pour répondre à la question de Sophie Prevot sur les labels, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, certains courts-métrages vont se retrouver recommandés parce qu'en général, ils sont intégrés dans un programme de court-métrage qui lui-même est recommandé. Voilà. Absolument. Il y a beaucoup de questions aussi effectivement sur le calcul, mais peut-être on va y revenir plus tard. Voilà. On va finir la présentation peut-être un peu vite pour être sûr de se garder effectivement une bonne demi-heure. Il est déjà 15h30. Voilà. Donc, alors, juste 2-3 éléments sur la prime court-métrage. Donc, quand vous faites votre demande de classement RSC, on vous demande si vous souhaitez également solliciter cette prime court-métrage. Bon, je ne détaille pas, mais vous avez là un peu la philosophie de l'obtention de cette prime court-métrage. Voilà, il y a à peu près une centaine d'établissements qui l'a eu lors du dernier classement, cette prime. Voilà. La prime label, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une prime qui est automatique. À partir du moment où vous obtenez un ou plusieurs labels, vous avez une prime qui est supplémentaire qui est donnée à ce titre. Donc avec elle est croissante selon le nombre de labels. Hein. Un label, c'est 1,5% de votre subvention ou 150 €. 2 labels, 3% ou 300 €. 3 labels, 6% ou 600 €. C'est une politique d'incitation pour obtenir les labels. Ça a extrêmement bien marché. Hein. Le nombre de labels a énormément augmenté en l'espace de quelques années. Donc on voit bien l'effet incitatif que ça peut avoir. Et la prime film fragile, dont on a parlé également tout à l'heure, donc les films recherche et découverte qui sortent sur moins de 80 copies. Pour les cinémas qui ont une part importante de leur programmation qui est liée à ces films-là, une prime supplémentaire. Alors là, si je rentre là-dedans, on va en avoir pour un grand moment, mais vous avez là le détail du calcul de cette prime. Si tu rentres là-dedans, Corentin, après tu vas nous faire le calcul de l'indice en catégorie C et D. Je ne vais pas le faire, mais voilà. En tout cas, vous l'avez ici, vous pourrez le retrouver si vous souhaitez pour regarder ce qu'il en est pour vos établissements, si vous êtes exploitant. Et voilà, mais je ne détaille pas les choses. On prend en compte à la fois le nombre de films de cette catégorie qui ont été diffusés et puis le nombre de séances pour faire une moyenne, un indice et voir où se situe le cinéma par rapport à ça. Voilà, alors là, on est un peu plus dans le concret, c'est un peu plus lisible. Ça, c'est la répartition là, que vous avez sous les yeux des commissions régionales à RSC. Donc, on a 5 commissions régionales. Donc, vous avez là, les limites en rouge des différentes zones qui ont été définies. Hein, vous avez toute la zone nord-ouest, donc des Hauts-de-France à la Bretagne, une zone est qui va du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes, une zone sud, Occitanie et PACA, et une zone ouest qui va du centre Val-de-Loire à la Nouvelle-Aquitaine. Puis ensuite, vous avez l'Île-de-France et les DOM,
qui sont avec l'Île-de-France. Ouais. Ça fait donc 5 commissions régionales. Vous avez ici le détail de la façon dont sont composées ces commissions régionales. Donc, vous avez un président et un vice-président qui sont communs en fait à l'ensemble des commissions. C'est toujours le même président et vice-président. Ensuite, vous avez des représentants des exploitants, des représentants des distributeurs de films, un représentant des producteurs, un représentant des réalisateurs. Vous voyez qu'il y a quand même une diversité de regards qui est portée sur les dossiers. Des personnalités qualifiées qui sont choisies par le CNC, mais qui, sur la RSC, sont assez souvent plutôt des exploitants. Mais aussi, ça peut aussi être des directeurs de réseau, d'associations régionales. Des programmateurs. Des programmateurs aussi. Une personnalité qui est plus liée au monde du court-métrage et à la diffusion du court-métrage. Ils sont représentés également les DRAC, les conseillers audiovisuels des différentes régions qui sont présentes aussi en commission. Et puis un représentant du ministère, je ne vois pas le bas de ma diapo, mais c'est du ministère de l'économie de mémoire. Voilà, donc toutes les commissions sont composées de cette façon-là, y compris la commission nationale qui intervient donc, in fine, soit pour les cas d'appel, soit en année 2 pour les cas spécifiques. Je tiens beaucoup à la slide que vous avez là qui concerne la déontologie des commissions. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'on entend parfois des choses qui sont en général assez fausses sur le fondement des commissions, parfois un peu critiques ou mal informées. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Évidemment, les commissions sont des commissions qui sont composées de professionnels et c'est très important que les membres respectent des règles qui sont à la fois des règles d'impartialité, évidemment, quand elles regardent les dossiers, des règles de confidentialité, puisque l'avis qui est remis est un avis collectif de la commission. Hein, c'est pas un tel qui a souhaité que, alors qu'un tel n'était pas d'accord, c'est vraiment un avis collectif qui est en général consensuel. Donc, c'est important que ces règles-là soient bien respectées. On y veille. Évidemment, quand il y a des risques de conflit d'intérêts, ça peut arriver, évidemment. Les gens se déportent du vote, sortent de la salle et ne participent pas au débat. Par exemple, si vous avez un exploitant qui se trouve être un concurrent du dossier qui est examiné en commission, évidemment, il se déporte, il n'assiste pas au débat. Pour essayer d'avoir évidemment le maximum d'objectivité et de transparence dans tout ça. Voilà, donc ça c'est des règles qui sont rappelées en début de chaque commission. On fait signer des chartes à chacun des membres, voilà, pour être certain que c'est bien appliqué. J'en profite aussi pour dire que les commissions du CNC sont aujourd'hui toutes strictement paritaires entre les hommes et les femmes depuis plusieurs années maintenant, évidemment, y compris les commissions RSC. Voilà, donc ça juste pour préciser le fonctionnement. Donc on a ces commissions régionales, et puis pour les salles qui en font la demande au président du CNC, qui estiment que leur dossier a été vu trop vite ou qu'une des dimensions du dossier n'aurait pas été suffisamment prise en compte, on a la possibilité d'avoir un réexamen du cas de la salle par une commission nationale, voilà, qui va donc regarder un certain nombre de dossiers pour les exploitants qui l'auront souhaité. C'est ce qu'on appelle la commission, c'est pas entre guillemets parce que c'est pas comme ça qu'elle s'appelle en règle, dans sa définition juridique, mais on appelle ça une commission d'appel. Voilà, donc juste quelques petits chiffres pour finir, pour pas empiéter sur le temps de dialogue. Ça, en fait, c'est les chiffres 2020. C'est resté 2018, là, c'est un problème de copier-coller, mais c'est bien les chiffres 2020. On avait 16 millions d'euros d'aide, 1249 établissements classés. Ça fait 58% du parc. Voilà, donc pratiquement 60% des établissements aujourd'hui sont classés. Les subventions, donc s'échelonnent de un peu moins de 800 € à 105 000. Donc, vous voyez le panel d'interventions possibles, qui est évidemment très, très fortement différencié. On a donc des aides initiales qui sont 15 millions d'euros, puis après vous avez les primes qui viennent s'y ajouter, qui font le dernier million d'euros, donc sur le classement 2020.
Ici, vous avez la répartition par catégorie, avec donc les salles des grandes villes sont plus fortement aidées. Hein, le mode de calcul fait que les salles des grandes villes sont plus fortement aidées. Elles ont un aspect stratégique évidemment très important parce que c'est elles qui portent aussi le marché des films à essai. En catégorie A, on est sur des moyennes de subventions autour de 40 000 euros. C'est la dernière colonne que vous voyez. Puis ensuite, vous voyez ça baisse progressivement au fil des catégories. Et on a en moyenne des subventions qui sont de 13 000 euros par établissement. Peut-être dire, Corentin, juste ce qui se passe en 2021, c'est bien. Si tu me permets, je vais donner ma version et puis tu donneras ta version plus objective. Avec un peu de chance, ce sera quand même un peu la même. Hein, mais... Oui, on sera quand même pas loin. Non, juste pour dire qu'effectivement, comme vous le savez, c'est quelque chose qui a été évoqué assez longuement par François ce matin. Et effectivement, depuis la réforme, on est dans un système avec une enveloppe fermée, puisque l'enveloppe avait augmenté de plus de 30%, si je ne dis pas de bêtises, en 8-9 ans, avec l'augmentation du travail des salles et le plus grand nombre de salles qui est classé. Voilà, c'est vrai que notamment lors du dernier classement avec des commissions, il y a dû avoir un écrêtement qu'on a regretté par rapport aux propositions des commissions. Et donc, les subventions à travail égal, les subventions de pas mal de salles ont baissé. Et l'année suivante, la prime, enfin la subvention à RSA a été reconduite, mais elle a encore fait l'objet d'une baisse, pas liée au dispositif RSA du tout, mais liée à une nécessité d'un plan d'économie sur le cinéma du CNC pour pouvoir présenter aux autorités de tutelle un budget à l'équilibre. Donc, en plus de l'écrêtement de l'année d'avant, il y a eu aussi un moins 5,29%, ce qui fait que votre subvention reconduite a été baissée de 5,29%. L'un dans l'autre, en 2 ans, ça veut dire en gros à travail égal à peu près moins 12%. Comme cela a été annoncé lors du congrès, et cette promesse a été tenue par le CNC, qui a ajouté 2 millions d'euros sur l'enveloppe RSA. Donc, enveloppe qui devait passer en 2021 à 18 millions. Et on a été plus loin que ça, puisque le CNC a même rallongé 500 à 600 000 euros, si je ne me trompe pas. Et donc, on se retrouve avec une enveloppe de 18,5 millions d'euros qui permet, en fait, d'annuler complètement les effets de l'écrêtement d'il y a 2 ans et de l'aide et du plan d'économie sur le cinéma. Voilà, donc là-dessus, je suis content de le dire parce que autant on s'est plaint parfois de l'écrêtement ou de certaines choses, autant là, on peut quand même remercier très fortement le CNC de l'effort dans cette période de pandémie qui a été fait pour les salles pour retrouver un niveau individuel de subvention RSA qui soit le niveau d'il y a 3 ans. Je n'ai pas été tellement polémique, en fait. Non, j'ai rien à ajouter. Le fait est que cette enveloppe de 18 millions et demi, elle est réellement historique. Hein. Pour mémoire, au début des années 2010, on était autour de 11 millions d'euros sur le budget, l'enveloppe globale à RSA. On est aujourd'hui à 18,5, donc il y a une croissance extrêmement forte. J'ai coutume de dire que parfois que le classement RSA est parfois un peu victime de son succès, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de plus en plus d'établissements, les établissements diffusent de plus en plus d'RSA, ce qui est très bien parce que c'est le but même de ce système qui est incitatif, mais qu'il est parfois difficile à suivre sur le plan budgétaire par le CNC, qui effectivement ces dernières années n'a pas pu accompagner cette croissance complètement, elle a été un peu obligée de stabiliser son enveloppe budgétaire, ce qui a pu se traduire effectivement sur le plan individuel pour chacune des salles par une baisse de subventions. En tout cas, cet effort-là de 2021 est particulièrement appréciable pour les salles. C'est pas ça qui va les sauver, c'est pas ça qui fait. Elles aimeraient toutes être ouvertes, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est quand même un geste qu'on peut souligner du CNC. Avec toutes les autres aides. C'est un geste du CNC, par ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, qui s'appuie sur le plan de relance gouvernemental et les fonds qu'a pu débloquer le gouvernement pour l'aide aux salles, enfin, globalement, l'aide aux salles de cinéma dans le contexte de la crise sanitaire. Bon, mais du coup, l'aide RSA a augmenté, Corentin, mais ça veut dire qu'elle est versée quand
Maintenant Ah, qu'on sait qu'elle est meilleure qu'il y a 1 an, il y a 2 ans. attends, je passe la slide, je finis. Ah bon? Voilà, là, vous Mais je avez. pense que c'est la question qui intéresse tous les exploitants qui nous Ouais, suivent. ouais, j'y viens, mais justement, si on veut garder un petit peu de suspense et ne pas Alors, perdre. gardons du suspense. Je pense que c'est bien de les garder un peu sur des charbons ardents jusqu'à la fin. Donc, je donnerai à 16 heures le temps. Là, voilà, le diagramme, je vous laisserai évidemment le regarder. C'est à peu près les mêmes données qui sont représentées là sous forme graphique, avec la répartition par catégorie des établissements aidés dans le cadre de la RSE. Voilà 2-3 données sur les labels. Hein, il y a 22% des cinémas qui ont reçu les 3 labels et puis près de 70% des cinémas qui ont au moins un label. Voilà, donc là, vous avez... Ça permet notamment de corriger une des données un peu approximatives de notre président tant aimé ce matin, qui nous a dit qu'il y avait 400 cinémas avec les 3 labels. Mais là, il a été un peu trop enthousiaste. Exactement. C'est 270. Voilà. Mais, la part labellisée, c'est la part bleue hein, sur les camemberts que vous avez là. Donc, vous voyez que le jeune public en particulier concerne une majorité d'établissements. Puis on a un peu moins sur le patrimoine et répertoire, la recherche et découverte, mais c'est en tout cas des chiffres qui sont énormément développés. Hein, il y a encore quelques années, on était en dessous de 500 labels jeunes publics. Donc ça a augmenté très, très vite, ce qui est à la fois, encore une fois, une bonne nouvelle et sur le plan budgétaire, parfois un peu compliqué. Voilà, puis là, vous avez les données sur les primes. Voilà, donc la part des salles qui ont reçu une prime label, bah, sans surprise, évidemment, c'est la part des salles qui ont eu un label, près de 70%. Et puis la prime film fragile qui concerne près de 30% des établissements. C'est le diagramme qui est à droite. Voilà, alors là quand même, voilà, juste pour illustrer un peu la conversation de tout à l'heure, mais c'est l'évolution du budget, enfin là c'est l'évolution du nombre de cinémas classés, donc vous voyez qu'il y a quand même une hausse importante. Hein. En 10 ans, on est passé de 1050 salles à 1250 salles par établissement, donc ça est une hausse quand même assez forte, pas loin de 18%. Et puis, en termes du coup de montant d'aide, bah, évidemment, ça a suivi aussi cette courbe ascendante. On était en 2010 à 13,5 millions d'enveloppes, et puis en 2020, on est à 16, et en 2021, on sera à 18,5. Voilà, donc l'accompagnement du CNC, il est très fort sur cette politique, même si je comprends très bien que du point de vue de l'AFCAE ou de certains exploitants, on puisse le trouver pas suffisamment rapide pour suivre l'évolution. Néanmoins, cette évolution est quand même très forte. Un ancien président de la commission RSE, la commission nationale, Bertrand Evenot, pour ne pas le citer, disait toujours « L'objectif, c'est évidemment d'atteindre 20 millions ». On n'a pas encore atteint cet objectif. On n'en est plus très loin. Alors, Il disait toujours ça en rigolant, mais en rigolant qu'à moitié, en s'adressant aux représentants du CNC. Je pense que Dorothée s'en souvient. Si l'objectif n'est que financier, ce sera pas très intéressant, on va dire. Non, bien évidemment. Cette dernière slide se passe de commentaires. C'est la plage du CNC. Et voilà, il me reste à vous remercier pour votre grande attention de ce PowerPoint qui était assez long, mais qu'on a voulu très, très complet. Et on s'en sort pas trop mal en termes de timing. Il nous reste un petit peu de temps pour répondre aux questions qui sont assez nombreuses. Par contre, on va avoir du mal à faire le tri. Aidez-moi, Marion et Renaud. Alors, en revanche, on voulait faire un petit point avec Dorothée sur comment remplir son dossier. Oui. Ça va être compliqué. Comment on peut quand même, oui. Je ne sais pas. Marion, est-ce qu'on est pris par le temps ou pas? Et effectivement, on a encore 20 minutes. Oui, voilà. Après, il y a beaucoup de questions. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui seront peut-être aussi répondues au fur et à mesure des différentes sessions. Je peux vous mettre le questionnaire, hein, si vous voulez. Mais ça va être compliqué, mais peut-être que nous, en tant qu'AFCAE et box-office d'une même voix, on peut se dire, comme on n'a peur de rien, qu'on essaiera de faire une session supplémentaire à un moment donné juste sur cette question-là, même si elle est plus courte. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette intervention de Dorothée et ce côté très, très pratique de comment remplir son dossier.
Ben, faisons ça. Hein, on fera, Dorothée, tu en es d'accord ou pas? Aucun problème pour moi. Tu as envie de revenir, Dorothée? Un peu débordé du temps qu'il Ouais, on a beaucoup débordé. On a commencé en retard, il y a eu ce bug qui a fait 20 minutes, et puis voilà. Oui, On effectivement, fera on ça a eu un alors. petit peu de… ouais. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, effectivement, sur la subvention, quand est-ce qu'elle sera versée? Et du coup, sur quels critères? Enfin, voilà, comment… Alors, Quel montant? pour que tout le monde sache bien ce qui s'est passé en 2020, qui est exceptionnel et qui est lié à la crise sanitaire, c'est qu'on a décidé donc de renouveler les subventions à l'identique pour une 3e année. Donc, on a décidé de subventions en 2019, on les a renouvelées non, pardon. On a décidé de subventions en 2018, on les a renouvelées en 2019. Non, c'est pas ça. Non, on les a fait en 2019. On les a renouvelés en 2020. Et par me mélanger les pinceaux. Et en 2021, on a donc décidé de les renouveler une 2e fois. Donc, ça fait la 3e année qu'on va atterrir au même montant. Alors, quand on dit qu'on renouvelle les subventions, c'est-à-dire qu'on les reporte à l'identique avec les labels qui vont avec. Voilà. Mais ce qu'on ne prend pas en compte quand on dit qu'on renouvelle, c'est qu'il y a toujours un pourcentage d'ajustement budgétaire. Alors, à la baisse, enfin qu'on a fait à la baisse ces dernières années, mais qu'on va faire à la hausse là en 2021. Donc, on renouvelle le classement et la subvention dans les mêmes modalités, et en appliquant un pourcentage ici de hausse pour 2021. Donc, les montants, ils sont stabilisés, on les a calculés, on est en train de procéder aux différentes signatures et validations au CNC sur ces montants. Ensuite, il y a un processus de paiement qui est un petit peu, qui prend un peu de temps, qui est un peu lourd. Ça passe par l'agent comptable du CNC qui émet les ordres de virement bancaire. Donc, il nous faut un peu de temps pour faire cette étape. Évidemment, c'est de l'argent public, il y a des contrôles. C'est pas nous qui saisissons les RIB directement, etc. Donc, ça prend un peu de temps, mais on va commencer donc à verser ces aides à la fin du mois de mars, là, dans quelques semaines ou deux. Et puis ensuite, ça va se déployer sur avril pour que tout le monde soit payé. Alors, je parle là donc des reconductions d'aide. Donc, c'est à peu près 95% des salles classées. Pour celles qui n'étaient pas classées l'année dernière, qu'on fait cette année une demande pour la première fois, ou pour celles qui ont changé d'exploitant, ou dont le nombre d'écrans a changé, pour les cinémas nouveaux qui ont ouvert dans la période, ces salles-là, elles seront vues en commission au mois de mai. Voilà, et donc elles auront une subvention un peu avant ou au début de l'été. Alors du coup, ça sera calculé, enfin, comment vous allez pouvoir évaluer pour un site qui vient d'ouvrir le potentiel de ce qu'il aurait pu réaliser en fait? Alors en fait, on classe les cinémas à partir du moment où ils ont quand même 6 mois d'ouverture sur la période de référence. Donc, on a quand même au moins une période de 6 mois qu'on peut regarder. Et voilà, et donc on fera au vu de ces 6 mois d'activité-là pour faire le premier classement. Oui, donc il faut avoir 6 mois d'ouverture. Voilà. Pour celles qui ont ouvert le plus tard, effectivement, on ne peut pas les classer dès 2021. Il faudra qu'on les classe en 2022. D'accord. Là, il y a toujours ce différé-là, parce qu'on a besoin d'avoir une période quand même de référence assez longue pour pouvoir regarder ce qui est fait dans la salle. Et donc là, justement, on pose la question donc encore dans un an, en 2022, quelle sera la période de référence? C'est une bonne question. On ne l'a pas décidé. Bien évidemment, vous voyez bien l'absence de visibilité qu'on a tous autour de cette crise sanitaire. On ne sait pas quand les salles vont réouvrir. Donc, c'est difficile de savoir dès maintenant ce qu'on fera pour 2022. Il faudra qu'on le décide probablement à l'automne 2021. On va voir comment on procède pour le classement 2022. Évidemment, on aura une période de fermeture qui est très longue. Alors après, on avait des questions, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail maintenant, sur les films jeunes publics et répertoires. Donc ça, je ne sais pas si… Sur, effectivement, par exemple… Quelle est la question exactement? Est-ce que, par exemple, des films recommandés donnent lieu à un bonus sur
sur le label jeune public? Et est-ce que les séances scolaires aussi rentrent en ligne de compte? Non, alors, je crois que la question, elle était liée au film soutenu par la série. Pardon, oui, oui. Ah oui, alors là, et du coup, refaisons un peu de vocabulaire, et tout le monde se trompe, hein, y compris nous-mêmes parfois quand on va vite. C'est bien les salles qui sont classées arrêt essai. Une salle est arrêt essai, et pour ce faire et pour pouvoir la classer, on recommande des films pour des salles classées arrêt essai. Les films en tant que tels ne sont pas arrêt essai, ce sont éventuellement des films d'auteur, mais ce sont des films recommandés pour des salles classées arrêt essai. Et par ailleurs, il y a une action associative à côté qui fait que le l'AFCAE, comme d'autres structures, par exemple le GNCR, soutient des films. C'est-à-dire, c'est ce qu'a expliqué, c'est ce qui s'est développé dans les années 90, c'est l'idée de développer une action promotionnelle, une incitation. Donc ça, c'est une action associative de l'AFCAE qui, parmi certains films recommandés, enfin maintenant les films sont recommandés automatiquement depuis la réforme, on en parlera demain, mais en tout cas qui soutient 50, 60, 70 films dans l'année parmi les films recommandés, comme le GNCR soutient certains films, la CID, etc. Voilà, donc il y a notamment des films soutenus sur le jeune public et en effet, un film qui est soutenu par le groupe jeune public à l'AFCAE est labellisé d'office. Il se trouve qu'il a le label jeune public d'office. Mais il y a d'autres films qui ne sont pas soutenus par le groupe jeune public de l'AFCAE qui peuvent néanmoins être labellisés jeune public parce qu'ils répondent à certaines qualités qui fait qu'on pense que ce sont des films à essai jeune public. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois que la question aussi, c'était est-ce que plus je programme des films qui sont soutenus, et est-ce que je vais avoir de bonus peut-être? Est-ce que je vais avoir quoi? Un bonus. Non, il n'y a pas de bonus. Enfin, le bonus, il est lié à l'obtention du label et au nombre de films labellisés jeune public, qu'ils soient soutenus ou pas soutenus. Ou pas. Donc, il n'y a pas de… Comme pour le patrimoine et comme pour la recherche et découverte. Il y a de nombreux films recherche et découverte. Certains sont soutenus par le GNCR, parfois aussi par l'AFCAE, mais tous les films recherche et découverte, labellisés recherche et découverte, évidemment, comptent pour le label recherche et découverte, quand bien même ils ne seraient pas soutenus par une de ces magnifiques associations. D'accord. Voilà. Et alors, pour les séances scolaires, est-ce que le dispositif effectivement d'éducation à l'image et les autres séances scolaires rentrent aussi en ligne de compte pour le label jeune public? Oui, si les films ont été labellisés jeune public exclusivement. Donc, certains des films qui font partie des dispositifs scolaires ont eu le label jeune public par ailleurs, au moment de leur sortie. Donc, dans ce cas-là, ça va compter. Sinon, ce ne sera pas le cas. Mmh. Et un petit peu la même question aussi pour les films de patrimoine. À partir de quand les films sont-ils classés? Et puis après, une autre question sur les MG. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les MG qui apparemment peuvent nuire à la diversité de la programmation? Deux questions fort différentes. Sur le patrimoine, donc les films les films qui sont recommandés à réessayer, à partir du moment où ils ont plus de 20 ans, sont labellisés patrimoine et répertoire. Voilà. Alors après, il peut exister des films qui sont sortis avant la mise en place de la recommandation, qui donc ne sont pas recommandés à réessayer. Et ces films-là, s'ils ne font pas l'objet d'une ressortie nationale, ils ne sont pas nécessairement revus par le collège de recommandation. Et donc, on peut avoir quelques films dans cette catégorie qui ne sont pas recommandés à réessayer, qui n'ont donc pas non plus le label patrimoine et répertoire. Ça peut arriver. C'est assez rare, il y a beaucoup de ressorties nationales maintenant, et à l'occasion des ressorties nationales, évidemment, les films sont en général recommandés à réessayer. Mais ça peut, donc il peut y avoir des cas comme ça atypiques qui peuvent arriver. Évidemment, ça pèse pas grand-chose dans la programmation d'une année. Hein, je le redis souvent parce que parfois les gens me disent ah oui, mais alors c'est pas normal parce que ce film-là il aurait dû être, et parfois c'est justifié de penser qu'il aurait dû l'être. Après, sur un an de programmation, la soirée Paul Verhoeven sur Showgirl qui n'était pas recommandée, que vous avez que vous avez diffusé une fois, bon, c'est pas ça qui va vous changer évidemment le calcul de la RSC, donc c'est à relativiser fortement, mais il peut y avoir ce genre d'effet.
Sur les MG, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Le CNC rentre pas évidemment dans les problèmes contractuels qui peuvent exister entre les distributeurs et les exploitants. Donc ça, c'est plutôt le travail de la médiatrice du cinéma, hein, d'éventuellement discuter et réguler ces questions de diffusion entre le distributeur et la salle si vous estimez que les conditions qui sont demandées sont pas acceptables. Alors là-dessus, quand même, sur les MG, il y a une position de l'AFCA, au moins autant de l'argentique, mais même du numérique. Voilà, c'est vrai. Franchement, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, donc je vais pas trop le détailler, mais il y a eu de nombreuses discussions avec les distributeurs de patrimoine au cours des années sur ce point-là. On sait que parfois, il y a des demandes, certaines sont légitimes quand c'est lié à des frais techniques ou quand le MG est d'un petit montant, d'autres sont pas admissibles. En tout cas, de notre point de vue et du point de vue de la salle. Juste rappeler évidemment que tous les distributeurs de patrimoine ne pratiquent pas ces demandes-là, ou en tout cas pas de manière excessive. Et surtout, dire aussi que, en tout cas, nous, quand un film est soutenu par le groupe Patrimoine, historiquement, il y avait quand même le fait que le distributeur s'engageait vis-à-vis des salles RSA à ne pas pratiquer de MG quand il y avait, en tout cas, un tout petit nombre de séances minimum qui apparaissaient convenables, ou en tout cas, quand il y avait une mutualisation entre 3-4 salles de la diffusion du film. Voilà. Alors, on a une question aussi intéressante sur le montant de la subvention. Est-ce que je dois l'utiliser obligatoirement pour la communication et l'animation? La subvention que je perçois. Non, il n'y a pas la subvention l'utilisation n'est pas fléchée en tant que telle. On sait bien qu'elle va venir couvrir des frais de la salle qui servent aussi à la diffusion et à la mise en valeur de la RSC, mais c'est pas quelque chose qui est regardé spécifiquement du tout. Et peut-être une dernière question, comment fait-on pour postuler, pour faire partie de la commission? Alors je suis content déjà qu'on peut susciter des vocations, ce qui est très bien. En fait, il n'y a pas tant de candidats que ça. D'abord, c'est assez long à faire, hein, ça prend du temps, donc effectivement, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux candidats. Faut se faire connaître auprès de nous, mais également auprès des réseaux régionaux et des organisations professionnelles, si vous faites partie, voilà, si vous êtes membre de l'AFCAE, c'est bien de faire part aussi à l'AFCAE, du GNCR si c'est le cas, de votre réseau régional, enfin voilà, puisqu'on travaille aussi avec les organisations professionnelles à la constitution de ces commissions. Donc c'est bien de vous faire connaître auprès de tous les interlocuteurs possibles. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine cette session? Écoutez, non, pour ma part, merci beaucoup vraiment de l'attention que vous avez portée. J'ai l'impression qu'on n'a pas perdu trop de gens. Je pense qu'on est quand même à une quarantaine de moins qu'au tout début. Donc mais on va dire que c'est… Est-ce que vous avez gardé le suspense pour la… À mon avis, ils ont eu des difficultés techniques et ils ont été déconnectés malgré eux. Je vous dis ça. Et puis sinon, évidemment, les portes du CNC… j'ai l'habitude de dire les portes du CNC sont grandes ouvertes, c'est absolument pas vrai, parce qu'avec le Covid, vous ne pouvez pas du tout venir ici, mais on a toujours le téléphone et les mails. Elles sont virtuellement ouvertes. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter, on est là pour répondre à toutes vos questions, vos préoccupations, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous questionnent sur ce classement. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci, et désolée Dorothée, on a empiété sur le questionnaire, mais du coup, ça partit en remise. Non, mais merci beaucoup, Corentin et Dorothée. Hein, et franchement, on l'a dit, on va le faire. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, on le voit bien dans le chat, il y a beaucoup de gens qui sont très demandeurs de cette partie très pratico-pratique de comment on remplit le questionnaire. Donc, on va trouver un moment où on est tous disponibles, où l'outil Box Office l'est également, et puis on remettra, on fera un petit bonus et puis qu'on mettra évidemment, qui sera en direct et puis qu'on mettra ensuite en ligne, que vous mettrez vos box-office en ligne et que les gens pourront revoir. On a peut-être été trop ambitieux. Il y a ce petit bug du début qui nous a un peu chamboulé là, voilà. Mais en tout cas, vraiment, on va le faire. Je pense que c'est très très utile. Je sais que Dorothée est passée déjà
Elle a fait le chemin à travers la France pour aller voir de nombreuses associations territoriales, régionales et départementales, justement pour faire cet exercice. Je crois que ça a été très apprécié et que voilà, si on peut en faire profiter le plus grand nombre à travers ces visioconférences, ce sera très très bien. Voilà. Je suis pas loin de penser que c'est un mal pour un bien parce que ça nécessite un vrai temps et Ouais. une session à part, ça pourrait être très bien en fait. On fera un temps dédié qu'à ça, vraiment. Mais du coup, pardon Dorothée pour aujourd'hui quand même. Aucune inquiétude, ce sera un vrai plaisir. De revenir. Donc, on se retrouve demain, 10h. Donc là, pour la session recommandation. Absolument. N'est-ce pas? Voilà. Corentin a déjà tout dit. Non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et on parlera aussi de la plateforme de l'AFCAE, du fonctionnement très concret du collège. Il y aura des représentants des membres du collège qui diront vraiment leur pratique de la recommandation. Et je pense que comme il y a parfois beaucoup de questions, d'inconnus, voire même parfois de fantasmes sur cette procédure de recommandation, ce sera très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis à Marion. partir de mercredi, c'est le week-end. Donc après, c'est bon. Il y a de la chance. Hein, profitez-en, vous n'allez pas tarder à réouvrir hein, quand même. Merci beaucoup, à demain. Bonne journée. Au revoir. Merci, à demain. Merci.